Quand le monde s'affole avec Mathieu Jolivet, bonjour. Bonjour Christopher. C'est l'occasion effectivement de revenir un peu sur ce qui s'est passé avec Donald Trump. On sait que c'est sa première année, ça a été extrêmement chargé. Alors je vous avoue pas avoir regardé tout son long discours, mais sur les réseaux sociaux il y a eu plein d'éléments parce qu'il est toujours très volubile et il a plein d'anecdotes amusantes. Vous allez nous faire un peu les grands moments forts et vous l'évoquez assez régulièrement dans cette masterclass. Vous avez parlé, je m'en souviens très bien aussi en décembre, de la stratégie de sécurité nationale américaine qui a été publiée il y a à peu près un peu plus d'un mois. C'est l'élément qui est central selon vous. Exactement. Pour les 1 an de Donald Trump, c'est ce document qui formalise, qui grave dans le marbre toute sa pensée, toute sa politique. C'est quelqu'un qui en fait peut être lu, Donald Trump. On se trompe quand on dit qu'en fait Donald Trump est illisible, qu'il part dans tous les sens, que c'est irrationnel. Sa pensée est plus structurée que l'on croit et c'est le fait qu'il agisse de manière totalement spectaculaire qui nous désarçonne. Donc il faut absolument lire ce document. Ce document, il dit quoi ? Il dit en interne aux États-Unis, les priorités de sa sécurité nationale, c'est la maîtrise des frontières contre la migration de masse, c'est une armée qui soit la plus puissante possible et la plus létale. Donc on voit l'explosion de son budget. C'est une réindustrialisation massive. Donc là, on est au cœur de ces Trumponomics et de ces droits de douane. Et c'est un leadership technologique absolu. Ça, c'est la sécurité nationale vue à l'intérieur. Et à l'extérieur, au cœur de sa stratégie sécuritaire, c'est finalement ce qui est devenu un mantra, la paix par la force. Ça, c'est ce qui lui permet de dire qu'il a réglé 8 conflits en moins d'1 an en se servant souvent uniquement de son téléphone. La réalité, c'est que c'est souvent plus des trêves que des accords. Oui. On en a souvent parlé, que les conflits ne sont pas réellement terminés, qu'il y a aussi toujours du business derrière et des intérêts économiques. L'exemple le plus flagrant, et on en avait aussi parlé, c'est vrai, cette fin du conflit Arménie-Azerbaïdjan qu'il a fait signer dans son bureau ovale qui durait depuis 35 ans, mais on voit que derrière, vous avez le corridor de Zangezur, qui est un corridor assez stratégique qui relie l'Azerbaïdjan à la Turquie en passant par l'Arménie, qui est rebaptisé Trump Road for Peace and Prosperity. Ça veut tout dire. Voilà, avec énormément d'entreprises qui s'installent sur cet ancien corridor de Zangezur. Donc ça nous dit tout de son mantra, de sa paix par la force et des intérêts économiques qui y sont mêlés. J'en profite, je me souviens quand vous aviez évoqué pour la première fois dans cette émission la stratégie de sécurité nationale américaine, j'ai eu un moment de curiosité, j'ai lu sur l'Europe. Sur l'Europe, les mots sont extrêmement durs quand même. C'est assez violent comme démarche. Sur l'Europe, c'est extrêmement violent. En fait, c'est écrit noir sur blanc aussi, et il parle dans ce document, qui est un document de la Maison-Blanche, de risque d'effacement civilisationnel en Europe. Voilà, ça c'est ce qui est écrit. Il l'a répété d'ailleurs à Davos, une Europe qui est en déliquescence, une Europe qui est gangrénée par l'immigration. Il le disait aussi, ce discours, il n'est pas nouveau, c'est aussi son mantra. Il était à l'ONU, écoutez-le, on est en novembre dernier, il vociférait déjà contre l'Europe, écoutez-le. Je m'inquiète pour l'Europe. J'aime l'Europe et je déteste la voir dévastée par l'immigration. Il est temps de mettre fin aux frontières ouvertes. Vos pays vont droit en enfer. C'est la première fois qu'on a un président américain qui a des mots aussi forts. Alors peut-être entre deux portes ça se fait, mais là c'est extrêmement violent et répétitif. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on a des mots aussi forts. Et son approche de l'Europe, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des relais et une doctrine qui trouve des relais notamment via la Hongrie. Oui. Ça aussi, c'est très bien organisé. Vous avez des relais économiques, des relais intellectuelle, avec Viktor Orban qui est un peu sa tête chercheuse en Europe, et une ingérence officieuse américaine sur toutes les élections qui peuvent se passer en Europe, avec l'idée de diffuser la doctrine trumpiste un peu partout dans le monde, et en particulier sur le vieux continent. Au moment où je vous parle, nous avons maintenant 9 gouvernements sur 27 où l'extrême droite est au pouvoir. Et en fait, ce qui est assez spectaculaire, c'est la vitesse
à laquelle la géopolitique s'accélère, cette doctrine trumpiste s'accélère. C'est dans l'air du temps. On voit aussi la montée des populismes. Il l'avait très bien compris avant les autres. Ce que je retiens aussi au bout de ces 1 an de Trump et de son rapport à l'Europe, c'est aussi ce sondage Eurobazooka qui est publié ce matin par la revue géopolitique Le Grand Continent et qui nous montre, c'est un sondage assez choc aussi, qui nous montre que 1 Européen sur 5 estime aujourd'hui que son pays pourrait être la cible d'une guerre déclenchée par les États-Unis. Par les États-Unis. En fait, c'est un sentiment, une perception qu'ont les Européens interrogés qui est plus forte que l'Iran. Okay, donc, on voit que la crainte, c'est la première fois. La crainte la plus élevée sur ce risque de conflit ouvert, ce sont les organisations terroristes, à 70%, ce qui est assez cohérent. Ouais. Derrière, ce qui est assez cohérent quand on est en Europe, c'est la Russie, quasiment 50%, mais vous avez juste derrière les États-Unis. Et ça, c'est spectaculaire. Et peut-être pour comprendre ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux et qui s'accélère à vitesse grand V avec Donald Trump et de ce rapport et de la place que doit avoir l'Europe, ce qui est aujourd'hui est un véritable document et qui est peut-être le discours, j'allais dire européen, le plus fort peut-être de l'année et de Davos. C'est celui prononcé par le Premier ministre du Canada, Mark Carney. Oui. Je n'ai pas écouté, mais effectivement, il y a eu beaucoup de bons commentaires a priori. Vous savez quoi, je vais vous l'envoyer parce qu'en fait, je l'ai récupéré, je l'ai traduit et j'ai ce document sur mon bureau parce que ça fait partie des quelques documents, je pense qu'il faut garder pour relire. Donc, je vais vous l'envoyer aussi, Christopher. Il faut l'écouter. Mark Carney, en fait, qui dit à Davos que dans ce nouvel ordre mondial qui se dessine sous nos yeux, il y a urgence à ce que les puissances moyennes se consolident. En fait, il appelle à une alliance des puissances moyennes. Ce qu'il dit, Mark Carney, c'est qu'aujourd'hui, si on est une puissance moyenne, à l'heure des nouveaux empires, si on n'a pas une place à la table, on est au menu. C'est ça ce qu'il dit dans son discours. Et donc, il dit qu'il ne faut pas être défaitiste. Il acte le fait qu'il y a un nouvel ordre mondial et que le monde et l'ordre libéral tel qu'on l'a connu depuis des décennies, c'est terminé. C'est terminé, il ne faut pas en être nostalgique, dit-il. Simplement, il faut s'organiser pour ne pas être bouffé. C'est ça ce qu'il raconte dans son... C'est assez réaliste. Hein. C'est ce que vous mentionnez, c'est-à-dire on est à l'heure des empires, c'est ce que je retiens de là, ce que vous venez de lire. Indéniablement, vous avez 3 empires, voire ères civilisationnelles qui se forment, qui sont assez évidentes. Mais derrière cela, finalement, vous avez tout plein d'États qui sont... L'Europe, bien évidemment, aussi la zone de l'Europe, qui sont complètement dépendants de ces zones-là. Et pour Trump, on voit très bien le Canada, de facto, les commentaires qu'il a fait sur le fameux dôme à Davos, il disait grosso modo, le Canada, dans tous les cas, on les aide énormément, donc ça fait partie de notre zone d'influence traditionnelle. C'est ça. En fait, on est dépendant de ces zones, ou en tout cas, si on n'est pas dépendant d'elles, on subit leur nouvelle doctrine à partir du moment où eux s'affranchissent sans aucun complexe de toutes les règles qui étaient édictées depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, si on reste dans les règles de l'ancien monde, on subit ce que font les nouveaux empires. C'est un peu ce qu'on commence à vivre en ce moment, et c'est ce réveil-là qu'appelle le Premier ministre du Canada. Mais c'est intéressant parce que quand vous parlez de ces nouveaux piliers, effectivement, aujourd'hui, il faut bien voir que pour les 1 an de Donald Trump, on bascule dans un nouvel ordre mondial, effectivement, avec, si on veut synthétiser, on a les États-Unis et ceux qui sont derrière lui, la Chine et ses alliés, et dans une moindre mesure, la Russie. Oui. Les États-Unis, ça peut s'expliquer aujourd'hui par, ou en tout cas ça se symbolise par ce Conseil de la paix. Tout à fait. Voilà. Qui est assez, vous avez un peu tout. Qui est complètement dingue. Le Conseil de la paix, il vient de dégainer ce concept Donald Trump. Il l'a inauguré à Davos. En fait, c'est un anti-ONU. C'est un organisme que lui préside. Donc, il l'a présidé en l'inaugurant à Davos. C'est lui qui décide qui peut faire partie du Conseil de la paix. Il choisit qui peut y siéger. Le ticket d'entrée, si on veut être au Conseil permanent, c'est 1 milliard en espèces. Ah, c'est confirmé, parce que je croyais que c'était des rumeurs. Non, c'est 1 milliard en espèces. Derrière, si vous ne mettez pas votre ticket,
vous ne siégez que 3 ans, et c'est renouvelable seulement si Donald Trump l'a décidé. Ah oui. Voilà. Donc ça c'est pour la charte. Mais voilà, ça symbolise vraiment la doctrine finalement Monroe dont on n'avait pas parlé, qui est le Monroe versus Trump, qui consiste à dire aujourd'hui je suis le shérif de mon hémisphère, qui s'étend de l'Alaska jusqu'à la Terre du Feu en passant par le Groenland. Tout ce qui se passe là-dedans, ça rentre dans ce document dont on parlait tout à l'heure, la doctrine sur la revue sur la sécurité intérieure. Et donc ça me permet, eh bien, s'il le faut, d'envoyer mes Delta Force pour aller capturer un président qui est dans ma zone, le ramener sur mon sol à New York et le juger. Oui, le concept c'est ce qui s'est passé avec Nicolas Maduro. Évolue complètement, c'est-à-dire c'est une souveraineté américaine. Voilà, c'est une souveraineté hémisphérique. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis que le droit international, on rentre dans un monde où eux, en fait, ces nouveaux empereurs s'en affranchissent et ils appliquent le droit qui est valable dans leur hémisphère. C'est tout ce qui vaut. Ensuite, côté Chine, c'est ça qui est intéressant, c'est le deuxième pilier de ce nouvel ordre mondial qui peut-être s'illustre avec cette assez spectaculaire photo de Tianjin qu'on avait décryptée ensemble, c'était fin août, avec une vingtaine de dirigeants d'un nouvel ordre mondial appelé par Xi Jinping et ses alliés qui serait une alternative à l'ordre occidental. Et donc là, on avait autour de lui le président turc, Modi, Poutine, etc., un quart du PIB mondial, une bonne partie, plus d'un tiers de la population mondiale, etc. Et donc avec Xi Jinping qui, lui, s'apprête à devenir la première puissance économique mondiale, et lui, c'est clairement l'anti-Trump. Il continue dans la longue tradition chinoise à dérouler une tradition de planification calme, sereine, qui s'apprête à être première puissance mondiale, première puissance de code, première puissance de calcul, industrielle, manufacturière. Ça se déroule tranquillement. Et puis, troisième pilier, on le disait, dans une moindre mesure, je le dis, c'est Vladimir Poutine qui, lui, n'a pas les moyens de Donald Trump et de Xi Jinping, mais a cette nostalgie de l'Empire et cette ambition impériale, sachant que là, on va bientôt toucher aux 4 ans de la guerre en Ukraine. Complètement. Et une économie, enfin une population qui n'a pas vocation, en tout cas, à se soulever a priori. Voilà. En Russie, vraisemblablement, c'est bien contrôlé. Oui, complètement. Merci beaucoup, Mathieu Jolivet.